Donc, comme vous a dit Franck, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, de pouvoir les notifier donc, sur votre espace pour qu'on puisse échanger sur la fin. Donc, comme vous a dit Franck, hein, les micros de vos téléphones et ordinateurs sont coupés. Et puis, donc, vous pouvez utiliser l'espace pour les questions à droite de votre écran. Donc, juste en fait, pour reprendre un peu le contexte, dans le cadre de nos missions, on intervient assez régulièrement en Afrique. Et je devais faire une mission dans une brasserie. Et la mission, en fait, avait pour objectif de réduire les temps de changement format sur une ligne d'embouteillage. Et l'objectif, en fait, était de réduire ce temps de changement au niveau d'un gain à peu près de 2 heures sur ce temps de changement. Et lors de mon arrivée, en fait, on s'est aperçu, c'est que les lignes de production, en fait, étaient loin, très, très loin d'être saturées. Et on subissait, en fait, une forte baisse des ventes. Et avec la direction générale, en fait, on s'est posé la question de dire finalement, par rapport à cette mission, est-ce qu'il valait mieux essayer de gagner sur 2 heures sur un temps de changement ou essayer effectivement de saturer nos lignes de production? Parce que ça allait être compliqué d'expliquer aux gens qu'il était important de gagner 2 heures sur un changement, alors que finalement, pendant 2 jours, les lignes elles ne tournaient pas. Donc, on a décidé donc de réorienter la mission, non plus sur du SMED, mais avec un focus sur cette partie marketing et vente. Et quand on a décidé de faire ça, on s'est dit, mais tiens, comment le lean management pourrait être un acteur en fait pour rebooster ces fameuses ventes. Alors, avant de voir comment on allait rebooster, il fallait déjà comprendre leur organisation en fait. Leur organisation, elle est à 2 niveaux. Il y a ce qu'ils appellent les forces d'attaque. Les forces d'attaque, c'est les personnes en fait qui ont la responsabilité de vendre les produits à différents niveaux de distribution. Et après, il y avait une deuxième force qui s'appelait la force d'appui. En fait, ça, c'était plutôt la partie marketing. C'était tous les gens, en fait, qui avaient pour objectif de faire connaître le produit, d'animer aussi tout ce qui est événements de promotion avec différentes catégories d'événements de promotion. Et donc, en fait, c'était comme une sorte de binôme, en fait, en termes de force. Donc, il y a les vendeurs et puis il y avait les forces d'appui. Donc, tout ce qui est plutôt partie marketing. Il faut savoir, c'est que la brasserie, elle ne fait pas de vente en direct vers les consommateurs. Elle va passer par un réseau de distribution, donc où on pourra avoir, et on le verra un peu plus tard, des distributeurs, des sous-dépôts pour arriver jusqu'à l'établissement où on va vendre. Il y a une autre chose également importante à voir, c'est qu'au niveau de cette brasserie, ils mettaient à disposition les forces d'attaque, donc les forces pour vendre, et ces forces-là étaient en lien avec des distributeurs. Et l'objectif de ces vendeurs, c'était effectivement pas de vendre les produits qui tournent le plus. Par contre, c'est d'essayer de pousser la vente sur des produits qui étaient moins en vogue en termes de volume. Et donc, mes distributeurs étaient classés en différentes catégories. Donc, il y avait les gold, les silver et les bronzes. Et nos forces d'attaque, en fait, étaient là pour appuyer la distribution, la vente et la distribution de ces distributeurs. Et donc, en fonction de votre classification, la brasserie mettait à disposition de ces distributeurs plus ou moins de forces d'attaque. Donc, vraiment, l'objectif, développer le CA du distributeur en faisant tourner ses sous-dépôts, ses points de vente. Et l'objectif, c'était de favoriser les ventes. Et à partir de là, en fait, on avait cette notion-là de force d'attaque et force d'appui. Quand on a commencé la mission, la première chose qu'on a fait, c'est que je suis parti une journée, en fait, avec ces équipes. On constitué des forces d'attaque, déjà dans un premier temps, pour comprendre, en fait, le marché, rencontrer les clients, voir les difficultés. Et ensuite, on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait pas mal de problématiques sur le respect des prix. Donc, nous, on ne peut pas imposer un prix. Par contre, on peut orienter sur un prix de vente. Après, c'est les distributeurs, les sous-dépôts et les points de vente qui vont choisir effectivement la tarification. Donc, nous, le problème, c'est qu'à un moment donné, on avait baissé nos prix de vente, mais pour autant, ce prix de vente, il n'était pas répercuté jusqu'au client.
Et donc, ça générait une stabilité sur ces volumes. Et on s'était aperçu que finalement, il y avait un vrai travail à faire sur le fait de respecter les prix. Première chose. Deuxième chose, on regardait également tout ce qui était la partie promotion. Et il n'y avait pas obligatoirement une symbiose entre les équipes force d'attaque et force d'appui pour générer ces programmes d'animation, les programmes d'animation qui sont hebdomadaires. Donc l'idée, c'était de voir en fait comment on pouvait vraiment avoir une synergie entre ces forces d'attaque, ces forces d'appui, et comment on pouvait également avoir cette synergie au moment de l'élaboration de ce programme des animations. Une fois qu'on a vu ça, on s'est dit qu'on avait vraiment un besoin en fait d'avoir une vraie remontée pertinente et régulière des informations du terrain. Et on s'est dit que sans doute ça allait passer par un système de pilotage. Par contre, ce système de pilotage, il allait peut-être être un peu différent de celui qu'on avait l'habitude de faire au niveau industriel. Et là, en fait, on s'est dit, il y avait une personne qui a travaillé sur ce qu'on appelait les 4P. Donc, c'était M. Philippe Kotler. Et pour lui, les 4P, c'était basé sur 4 items. D'abord, il y avait la notion du produit, la notion du prix, la notion de la distribution. Et dernière chose, il y avait effectivement ce qu'il appelait lui la promotion. Donc nous, c'était tout ce service-là, communication, marketing et également tout ce qui était lié aux animations. Donc on s'est dit qu'on allait sans doute structurer en fait notre démarche déjà de pilotage sur ces 4 items. Alors pourquoi on voulait commencer déjà par notre système de pilotage? C'est parce que pour pouvoir améliorer nos ventes, déjà il faut connaître de manière précise nos problèmes. Les problèmes peuvent être différents en fonction des secteurs. Et donc, c'était pour cela qu'on avait choisi déjà de travailler sur notre système de pilotage. Finalement, c'était bienvenue aux problèmes. Et si on traite nos problèmes, on pourra progresser. Quand on parle des 4P, ici, nous, on avait sur la partie produit, comme je vous disais, il y avait déjà une première chose, c'était effectivement tout ce qui était lié sur avoir le bon tarif des produits au niveau du consommateur et que ce ne soit pas juste le réseau de distribution en fait qui augmente ses marges quand nous on baissait le prix de vente de nos bières. Il y avait également tout ce qui était la notion en fait des conditions de paiement et des crédits accordés. Il faut savoir c'est qu'au début en fait les distributeurs ils vivaient tous à crédit et donc là il y avait une volonté de dire qu'il fallait revoir en fait cette position là. Donc c'était également à prendre en compte. Sur la partie promotion, donc là, c'était tout ce qui était lié à l'affichage, faire connaître les nouveaux produits. Et puis après, il y avait les canaux de distribution. Là, il y avait une spécificité, c'est qu'au niveau de la brasserie, ils vendent des produits de type bière, mais ils vendent également des boissons gazeuses. Historiquement, ils ont toujours été très forts sur le circuit de distribution de bière et un peu moins virulent, je dirais, sur la partie boisson gazeuse, parce que les marges ne sont pas tout à fait identiques. Par contre, il fallait savoir, c'est que cette brasserie-là était basée dans un pays musulman. Donc, quand arrivait la période du Ramadan et les ventes au niveau bière, elles baissaient de manière drastique. Et donc, on essayait de voir comment, dans cette période-là, on pouvait quand même favoriser la partie des ventes des boissons gazeuses. Donc, on s'est trouvé que finalement, les produits, le prix, la promotion et place étaient assez intéressants pour nous à investiguer. Donc, comme je vous disais, disponibilité du produit. On avait dans le circuit de distribution, on avait des manques de certaines références. Alors, pourquoi on avait certaines références en boissons gazeuses qui n'étaient pas disponibles? C'est qu'il n'y avait pas obligatoirement des bouteilles pour pouvoir les remplir et donc permettre cette distribution. Ensuite, donc de ce fait, comme on ne pouvait pas vendre en bouteille verre, on essayait de se réfugier dans la vente de ces boissons, mais en boîte. L'idée aussi, c'est que on voulait essayer de favoriser la vente des boissons gazeuses en format boîte.
en attendant de pouvoir récupérer des bouteilles neuves qui allaient arriver. Par contre, ça voulait dire qu'on n'était pas capable de pouvoir offrir toute notre gamme de produits auprès des consommateurs. Par contre, au niveau des bières, là, on avait la capacité de pouvoir offrir tant au niveau des en verre ou en boîte l'ensemble de la gamme. Sur la partie respect prix, comme je vous disais, on s'était aperçu que nous, on avait fait une baisse au niveau du tarif et que cette baisse-là n'avait pas été répercutée au niveau du consommateur. Ça, c'était la première chose. Mais il y avait également un environnement externe qui était assez compliqué parce que à l'époque, il y avait eu un coup d'État, donc une prise du pouvoir par les militaires, ce qui enchambrait beaucoup d'instabilité politique, il y avait beaucoup de conflits. Et il y avait une chose, c'était que finalement, dans le pays, l'argent ne tournait plus obligatoirement énormément. Et donc, les gens étaient plutôt attentistes plutôt qu'une forte consommation. Donc, l'idée, c'était effectivement, comme je vous disais, on avait constaté que les réseaux de distribution n'avaient pas répercuté la baisse des prix sur les consommateurs. Et donc, la première chose, c'était d'arriver à faire connaître le véritable prix que le consommateur aurait dû payer. Et donc là, on s'est dit qu'il fallait faire vraiment une démarche importante sur la partie publicitaire, affichage au niveau de tous les points de consommation pour essayer de faire connaître ce fameux véritable prix. Donc là, en fait, comment on a commencé à faire, c'est qu'on s'est aperçu que les points de vente, dans certains cas, donc comme je vous disais, n'arrivaient pas à vendre au bon prix parce qu'en fait, les sous-dépôts ou les distributeurs, c'est eux qui engendraient une marge plus importante. Donc l'objectif, en fait, ça a été de créer des points de distribution temporaires pour court-circuiter finalement notre réseau de distribution normal, pour commencer à mettre tout ce réseau sous tension et leur faire comprendre qu'à long terme, si jamais ils voulaient ne pas appliquer notre prix de vente conseillé, eh ben, ils allaient être mis en porte-à-faux avec notre réseau de distribution temporaire. Et donc, ça a permis de mettre de la pression sur ce réseau de distribution traditionnel et surtout de leur faire comprendre qu'effectivement, il était temps d'arrêter d'engranger la marge à leur niveau, mais d'en faire bénéficier le consommateur. Il y a certains points de vente qui s'étaient aperçus de cela et qui allaient en fait s'approvisionner chez certains distributeurs, donc ils coupaient leur circuit de distribution traditionnel et ils arrivaient quand même à faire à afficher un véritable prix de vente conseillé donc par la brasserie auprès de leurs consommateurs. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On les a aidés en fait en augmentant en fait les animations dans leur établissement, ce qui mettait d'autant plus en porte-à-faux les autres points de vente qui, eux, ne pouvaient pas mettre ce tarif-là. Et donc, eux-mêmes, les points de vente remontaient en termes de pression sur leur réseau de distribution traditionnel. Comme je vous disais, il y avait une synergie entre la partie vente et la partie force d'appui. Donc l'idée, ça passait par un programme d'animation et il fallait qu'on puisse être très, très réactif. Donc généralement, le programme d'animation, en fait, il était défini par le réseau marketing. Et là, on s'était dit, oui, mais des fois, on fait des événements qui sont pas obligatoirement, qui n'arrivent pas au bon moment ou pas obligatoirement le bon type d'événement. On n'avait pas obligatoirement une grande réactivité. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on redéfinisse en fait ce schéma-là de construction de programme d'animation. Donc le but, c'était d'asseoir certains produits sur des événements. Donc, par exemple, là, on avait la Coupe d'Afrique qui arrivait et l'idée, c'était de vraiment pousser par rapport à cet événement sur un produit, donc une bière qui est vraiment typée football. Le but, c'était également de pouvoir faire connaître les nouveaux produits. Donc, pour faire tout ça, c'était coordination en fait des forces d'attaque et des forces de vente, d'appui pour la construction du programme d'animation hebdomadaire. Chaque équipe, donc attaque et appui, demandait des typologies d'animation. Ces typologies d'animation, ça pouvait être juste de faire, par exemple, des dégustations. Ça pouvait faire des animations au niveau des points de vente. Il y avait un certain nombre de typologies en fait d'animation qui étaient possibles. Et donc chaque équipe en fait arrivait, il faisait ses demandes. Et ensuite, il y avait une concertation au niveau hiérarchique supérieur
pour venir valider et choisir par rapport aux demandes lesquelles étaient les plus pertinentes et lesquelles pourraient être mises en œuvre. Et le but, c'était aussi qu'on puisse un peu faire des animations, faire tourner aussi ces animations et pas juste se concentrer sur un cœur de cible. Il y avait également des parties qui étaient liées sur les articles publicitaires. Donc, c'était de renforcer notre capacité à pouvoir offrir ces objets auprès des consommateurs. Comme je vous disais, on avait 2 circuits de distribution. Au niveau bière, on était bien basé sur distributeurs sous dépôt, point de vente, pour arriver jusqu'au client. Sur la partie boissons gazeuses, à l'époque, on avait des distributeurs, mais pas de sous dépôt. Donc, on passait directement du distributeur sur le point de vente, en sachant que, comme je vous disais, quand c'est les périodes, par exemple, du Ramadan, tout ce qui est les discothèques, les bars traditionnels, ben, sur cette période-là, ces établissements sont fermés. Donc, pour arriver à vendre des boissons gazeuses pendant cette période-là, il fallait repartir sur plutôt de type supérette, les stations-service. Et ça, ce n'était pas obligatoirement notre plus grande force dans notre réseau de distribution. Donc, ça, c'était une action plus long terme à travailler. Objectif de cette mission, après avoir un peu fait l'état des lieux, augmenter nos ventes, améliorer notre efficacité des forces de vente, donc attaque et appui, une meilleure coordination et après arriver à challenger ces équipes en ayant le juste et bon niveau de retour de leur part. À partir de ce moment-là, on est allé voir ce que la méthodologie Lean pouvait nous apporter. Donc, comme je vous ai dit, la première chose, c'est que si on veut s'améliorer, il faut pouvoir traiter nos problèmes. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, il fallait qu'on arrive à piloter nos activités. Donc, chaque acteur, en fait, allait piloter son activité. Donc, on avait des indicateurs. Donc, il y avait pour chaque secteur d'activité, la première partie, c'était les forces d'attaque qui présentaient leur pilotage sur le fait, est-ce que les établissements qu'ils avaient visités respectaient bien les prix. Ensuite, on regardait les ventes qui étaient faites par ces équipes de forces d'attaque dans chaque point de vente. Et en fonction des produits, ça nous permettait de voir est-ce qu'il y a des produits qui se vendent bien, est-ce qu'il y a des produits qui se vendent moins bien et quelles étaient les difficultés rencontrées. On avait également un nombre de visites et ce nombre de visites était du déclaratif plus des visites qui étaient confirmées par un logiciel. Donc, quand le vendeur allait dans les points de vente, il devait signifier sa présence dans l'établissement, ce qui nous permettait de venir corroborer entre le nombre de visites déclarées et le nombre de visites enregistrées dans le logiciel. Ensuite, on ne regardait pas simplement les ventes, on regardait également le taux de transformation. Donc, c'était pour chaque point de visite, est-ce qu'on avait réussi à vendre quelque chose? Et ensuite, il y avait toute une partie gestion des anomalies qui remontait. Donc là, la gestion des anomalies, ça pouvait être de type, je suis allé dans un établissement et le frigo est en panne. Je n'ai pas pu aller dans un établissement parce que mon moyen de transport n'était pas fonctionnel. Et donc ça, c'était cette partie-là, gestion des anomalies. Au niveau des équipes force d'appui, donc eux, ils avaient également l'information de respect du prix. Donc ça nous permettait, dans une même zone géographique, de regarder est-ce que finalement les forces d'appui et la partie force d'attaque avaient la même vision sur ce respect du prix. Donc ensuite, il y avait le taux de présence. Donc là, on regardait en fait est-ce que nos boissons en fait sont bien présents dans les établissements. Et ça permettait de regarder que dans certains cas, on voulait vendre des produits qui étaient nouveaux ou plus compliqués à vendre. Mais ça nous permettait de dire, déjà, si je veux vendre des produits un peu plus compliqués, s'ils ne sont pas dans les établissements, ça va être très compliqué. Ensuite, on regardait aussi tout ce qui était l'affichage, donc le nombre d'affiches, la présence des affiches dans les établissements. Et après, il y avait une dernière chose qui était le nombre de requêtes reçues et traitées au niveau de ce pilotage. Donc, première chose, c'est qu'on a commencé à piloter, remonter les informations du terrain, remonter les difficultés. Et bien évidemment, ces informations-là, en fonction des secteurs, ça pouvait être différent. Vous pourriez avoir des secteurs où les respects prix étaient beaucoup plus importants, sur d'autres non. On pouvait avoir sur des bières certains où il y avait un bon respect prix, sur d'autres non. Donc là, on avait une vraie cartographie des informations par nos équipes
et c'était factuel et pas simplement sur des ressentis. À partir du moment où on avait nos top 5 au niveau force attaque et force appui, ça venait synthétiser cette vision-là au niveau du top 15. Et si vous voulez, au niveau du top 5, c'était quelles sont les actions que les équipes vont pouvoir faire pour gérer leur vente et leur promotion dans leur zone. Par contre, au niveau du top 15, l'objectif, c'était d'essayer de traiter en fait les problématiques de fond. Si par exemple, dans aucune zone, j'arrive à vendre un produit, je ne peux pas dire que c'est mes forces d'attaque ou forces d'appui qui ont un souci. Ça veut bien dire que par rapport à ce produit-là, il y a peut-être un positionnement, soit au niveau du prix, soit au niveau de la promotion, qu'on rencontre un souci. Donc, le but au niveau des top 5, c'est de régler les problèmes qu'on a spécifiques sur des zones géographiques. À partir du moment où un problème concerne plusieurs zones géographiques, ça veut dire que ce problème est transverse, donc ce n'est plus de la responsabilité des forces d'attaque ou des forces d'appui, ça doit remonter au niveau hiérarchique pour venir se poser des questions à ce niveau-là. Ensuite, comme je vous disais, vous voyez sur la droite de votre présentation, c'était que le mardi, on commençait à faire remonter les besoins en termes de planification. Ensuite, on venait les sélectionner au niveau du mercredi. Elles étaient validées au niveau, donc en termes communiqués auprès des forces d'attaque et forces d'appui le jeudi pour un déploiement de ces animations à partir du vendredi, du samedi et du dimanche. Donc, on était très réactifs sur ces programmes de promotion. Et donc, à ce niveau-là, ça permettait aussi de générer en fait un challenge entre les équipes parce qu'on leur disait, si on voulait faire des animations, c'est bien, mais à vous de nous prouver qu'il y avait réel intérêt à venir dans vos zones. Donc, la synchronisation des équipes, comme je vous dis, elle se fait à deux niveaux. C'est au niveau du top 15. Le top 15, pour 15 minutes, a pour objectif d'identifier les problèmes transverses, d'accord, des produits qui ne se vendent pas dans toutes les zones, des tarifs qui ne sont pas respectés dans toutes les zones, d'accord. Et ensuite, synchronisation au niveau des programmes des animations. Donc, l'objectif, c'était de dire à une équipe, OK, vous nous avez demandé de faire une animation qui pouvait être une dégustation, qui pouvait être un événement. On vous donne ces ressources, à vous de nous prouver que la semaine d'après ou au cours des prochaines semaines, ces événements-là ont permis de pouvoir améliorer notre situation. Ensuite, on est parti également sur se dire, tiens, qu'est-ce que le Lean pourrait encore nous apporter? L'idée, en fait, c'était de structurer en fait nos visites, donc que ce soit nos visites au niveau des points de vente ou au niveau des sous-dépôts et distributeurs. L'idée, c'était de ne pas simplement faire tel le papillon une visite de l'établissement pour dire ah c'est bien ou c'est pas bien. L'objectif, c'était de baser cette visite-là sur des données qui pouvaient être factuelles. Donc en fait, les données factuelles, je vais vous montrer un exemple. C'est qu'on a commencé à se dire, OK, maintenant quand on va aller rencontrer certains distributeurs, il va y avoir une visite qui va être faite et puis on va regarder certains éléments. Donc, vous voyez, on a dit, est-ce que le distributeur, il possède bien un certain niveau de stock? Est-ce que mes produits, ils sont présents ou non? Est-ce qu'il y a des ruptures? Est-ce qu'il respecte les prix? Voilà. Quels moyens de distribution il possède? Et puis après, on essayait de voir effectivement quelle relation commerciale il avait entre nous et également avec son réseau de distribution, donc tout ce qui pouvait être les sous-dépôts et les points de vente. Donc, l'idée, en fait, c'était de créer un standard qui permettait, en fait, que quand je fais une visite au niveau d'un distributeur ou également d'un sous-dépôt, on ait le même type d'information qui remonte pour que ce soit factuel et pas simplement basé sur je pense que. Ça, c'est le premier standard qu'on a travaillé. Le deuxième standard qui a été travaillé, c'est ce qu'on appelle les fiches SCR. SCR pour symptômes, causes et remèdes. Là encore, l'objectif, c'est d'arriver à standardiser nos pratiques. Ça veut dire qu'en fait, quand un commercial ou un divisionnaire commercial rencontre un problème, on doit tous avoir la même approche pour traiter ce problème, qui va être appelé dans notre cas un symptôme. Et donc ici, en fait, on a travaillé sur ce qu'on appelle les fiches SCR. Donc, je peux vous montrer un exemple.
Par exemple, si jamais je vais chez un distributeur et il n'a pas de stock, ben, comment on va devoir réagir? Donc là, par exemple, si jamais je suis mon petit chemin, ici, on va retrouver ici pourquoi il n'a pas de stock, par exemple, parce que les produits sont méconnus par les consommateurs. Donc, s'ils sont méconnus par les consommateurs, il ne va pas en vendre. Donc, il estime que ce n'est pas la peine de mobiliser des ressources en termes d'argent sur des produits qu'il va conserver en stock et potentiellement se périmer. Et donc, ensuite, ici, vous voyez, l'idée, c'est de demander à l'organisation de dégustation pour faire découvrir le produit et donc de créer une demande auprès du client. À partir du moment où il y aura une demande du client, après, ce sera de venir approvisionner ce point de vente. Donc ici, je vous ai mis juste un petit exemple sur une fiche symptômes, causes, remèdes. Voilà. Si les prix ne sont pas respectés sur les bières, ben, comment doivent agir mes forces d'attaque? On va regarder ici le chemin. Ouais. On doit avoir, comme je vous disais, c'est un exemple de fiche. On devrait suivre le chemin. Ici, on aura les causes et en face, on aura les remèdes. C'est un exemple. Bien évidemment, je ne pouvais pas vous donner toute la fiche renseignée parce que ça appartient déjà à un client. Mais voilà le principe. En termes de responsabilité, c'est défini ici. L'agent commercial, le visionnaire. Donc là, c'est le responsable hiérarchique. Et puis ici, c'est mes forces d'appui. Donc ici, c'est mes forces d'attaque et mes forces d'appui. Et ici, c'est un supérieur hiérarchique. Donc l'objectif de ces deux standards, c'était qu'on ait les mêmes pratiques, quels que soient les intervenants, quels que soient les secteurs géographiques, et surtout, en fait, qu'on ait une remontée d'informations qui soit uniforme, une manière de répondre aux problématiques rencontrées sur le terrain qui soit de manière uniforme, afin de pouvoir avoir en fait une homogénéité sur nos méthodes, nos remontées d'informations et nous permettre en fait de prendre une décision basée sur les mêmes faits. Et une fois qu'on a fait ça, on s'est dit qu'on commençait en fait à avoir un cercle vertueux de la performance. Hein. On pilote, on échange, on se passe les consignes. Je vais sur mon terrain, on regarde toujours tous la même chose. Si jamais il y a des remontées, par exemple, je vais sur un terrain, je m'aperçois que j'ai un frigo qui ne fonctionne pas. Ben, quelles sont les causes en fait du non-changement, par exemple, de ce frigo? Comment je vais faire pour pouvoir le changer? Donc l'idée, c'est je fais un tour de terrain, je rencontre des anomalies, j'ai exactement la même méthodologie pour traiter ces anomalies. Mon remède est identifié, je mets en œuvre ma correction. Par contre, on va se poser la question, effectivement, ensuite, est-ce que la correction qu'on a fait pour traiter cette anomalie, est-ce qu'elle impacte de manière positive ensuite notre performance? Si jamais, par exemple, j'ai fait une promotion, mais ça ne me permet pas d'améliorer ma performance sur mes indicateurs, c'est peut-être parce que ce n'était peut-être pas la bonne promotion, ou peut-être ce n'était pas le véritable problème que j'ai voulu traiter. Donc ça, c'est ce qu'on appelait le cercle vertueux de notre performance. L'objectif de ça, c'était effectivement d'arriver à avoir les bonnes informations, des pratiques homogènes qui permettent de prendre une décision et ensuite on devait vérifier effectivement que les actions qui avaient été mises en œuvre permettaient d'obtenir nos résultats. Au départ, on est parti sur les 4P, hein, comme je vous disais. Ensuite, on avait fait des évolutions sur le schéma de référence. On s'apercevait que les personnes, hein, c'était l'importance du personnel dans le succès. On s'est aperçu que dès qu'on a commencé à piloter, qu'on commençait à régler des problèmes basiques, hein, par exemple, j'ai ma moto qui est en panne, je ne peux pas aller voir mes points de vente, mes distributeurs. Quand on commençait à s'occuper aussi de nos vendeurs et des difficultés, et ben, ça permettait effectivement de faire une adhésion globale du personnel. Ça, c'était très important. Le programme d'action, comme je vous disais, c'était des actions donc homogénéisées entre les forces de vente, les forces d'attaque et les forces d'appui. Mais il y avait également une volonté aussi d'homogénéiser les programmes en termes de programmes de production. Si jamais, par exemple, je décide que je vais forcer en termes de promotion, promotion en termes d'animation, hein, pas au niveau des promotions, au niveau des tarifs, mais je vais faire un focus sur la bière X. La pire chose qui peut m'arriver, c'est que sur cette bière X, finalement, je fais beaucoup de publicité, le distributeur veut acheter cette bière X et je tombe en rupture. Ce serait quand même dommage. Et ça peut arriver assez fréquemment.
Donc, l'idée, c'était de bien corroborer entre mes programmes d'animation et mes programmes de production pour que je puisse anticiper au niveau production ce qui allait arriver en termes d'animation. Par exemple, il y a des choses qui sont assez simples. La Coupe d'Afrique, les dates sont suffisamment prévisibles. On sait quel est le produit associé avec cet événement. Donc, à nous, au niveau production, d'anticiper des fortes ventes sur ce type de produit sur les semaines précédentes pour ne pas faire générer des ruptures. Sur les processus, notre schéma, donc comme je vous disais, c'était prise de décision qui dépend désormais de standards organisationnels, hein, les visites terrain, les fiches SCR, et puis également une partie performance, décision qui doit être optimisée en termes d'impact. On devait mesurer leur effet et en prenant en compte effectivement une dimension sociale et environnementale. Dans le sens social, effectivement, l'impact du schéma politique du pays, l'impact aussi de la croissance au niveau du pays sur les années suivantes, ça allait avoir effectivement des répercussions sur tout ce qu'on pouvait mettre dans ce nouveau schéma. Donc finalement, l'idée, c'était aussi de faire évoluer notre schéma qui partait du 4P, M. Kotler, vers un schéma qui devait prendre en compte également d'autres P, donc comme je vous disais, hein, les personnes, les processus, par exemple. Voilà, en quelques mots, là, le retour d'expérience sur cette activité basée sur la partie marketing et vente. Je voulais juste vous faire ce retour-là. Et après, je pense qu'il peut être intéressant, c'est qu'on puisse échanger au-delà de ces slides sur vos questions et voir effectivement est-ce qu'il y a des choses qui méritent un échange entre nous. Alors, pour les questions, je vais faire remonter ça. On a une première question qui a été posée. Est-ce que l'évolution positive des ventes s'est poursuivie? Ça, c'est une question intéressante. Alors, on avait une capacité de production en fait qui tournait quelques jours sur la semaine et on a beaucoup travaillé sur cette partie commerciale et alors c'est pas que c'est cette partie-là, hein, il y a multi-critères, mais forte présence des commerciaux, vrai engagement des commerciaux, ajustement des tarifs, également des choses qui sont passées au niveau politique dans ce pays africain, qui font qu'en fait, effectivement, on a eu une très forte augmentation des ventes. Et à ce jour, en fait, on est presque dans l'opposé, c'est-à-dire qu'on a, dans certains cas, plus de ventes que de capacité de production. Donc, on a dû augmenter le nombre d'équipes sur les lignes de production. Et surtout, c'est que maintenant, la mission de réduire les temps de changement format devient d'actualité. Donc, pour répondre à ta question, Franck, effectivement, on est passé d'un manque de vente à ce jour une très forte niveau de vente qui met sous tension maintenant notre processus industriel. Très bien. Merci pour ta réponse, Emmanuel. N'hésitez pas, hein, je le rappelle, du coup, dans l'onglet questions, allez-y, posez toutes vos questions. On est là pour y répondre. J'ai une deuxième question qui a été remontée. Est-ce qu'il a été compliqué de pérenniser cette démarche avec des acteurs commerciaux? Alors ça, c'était la chose sur laquelle j'avais le plus de doutes parce que la partie, je dirais, industrielle, ils ont plus l'habitude de piloter et finalement, la production, c'est entre guillemets plus rationnel, quoi. Si j'ai des bonnes bouteilles, si j'ai des bons casiers, si mes machines, elles tournent bien, si j'ai des opérateurs bien formés, logiquement, ma journée va être bonne. Au niveau commercial, on pouvait appréhender ça, où ça pouvait être des données plus subjectives. Des fois, ça les aidait bien aussi de dire finalement la partie vente, c'est pas juste une équation où on met que 1 plus 2, ça fait 3. Donc, il y avait un peu cette réticence au départ en disant nous, c'est pas que du rationnel, il y a aussi de l'irrationnel.
Il y a aussi des événements qui viennent de l'extérieur, qui auront beaucoup plus d'impact. Et on a commencé à travailler avec eux. Et le vrai bascule, ça a été de montrer que ce système de pilotage, il n'était pas là pour leur taper dessus, en fait. L'idée, c'était de dire, si je ne fais pas mes ventes, un, il faut en prendre conscience. Deux, ça ne peut pas durer. Mais pour pas que ça dure, eh ben, il y a des choses qui vont être faites à différents niveaux. Donc, effectivement, l'idée, c'était de se dire que s'il y avait des commerciaux qui n'arrivaient pas à vendre certains produits alors que d'autres arrivaient, ben, c'est sans doute qu'ils n'avaient pas obligatoirement la bonne méthode de vente. S'il y avait des produits qui étaient vendus nulle part, c'est peut-être parce que ce produit-là, il n'était pas adapté ou pas bien connu. Donc, ça, c'était un deuxième niveau. Et puis, effectivement, aussi, on disait, c'est que l'idée, c'était aussi d'arriver à les aider, en fait, à faire leur vente. Donc, en résolvant les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer sur le terrain. C'est sûr que si je n'ai pas de moyen de transport, si quand j'arrive dans un point de vente, le frigo ne fonctionne pas, eh ben, le client, il n'est pas vraiment dans une humeur très positive pour écouter tous mes messages. Donc, c'est là où ils ont compris qu'effectivement, cette méthode-là, en fait, avait pour objectif de les aider et pas simplement de les traquer ou de les poursuivre. Comme on leur a dit, si jamais on veut savoir si vous vendez ou pas, c'est très facile, on a vos chiffres d'affaires. Mais au-delà de cette information, c'est que si jamais vous n'arrivez pas à vendre, eh ben, on peut vous aider. Si jamais personne n'arrive à vendre, ben ça, c'est un deuxième niveau de réflexion. Et puis après, faites-nous remonter vos problèmes et puis l'objectif, c'est de les traiter. Ensuite, ce qu'on s'est aperçu, c'est que en fait, les gens ont bien appréhendé à quoi ce système de pilotage pouvait fonctionner. On a commencé aussi à voir que quand on arrivait bien à coordonner nos forces d'attaque et nos forces d'appui, eh ben, on commençait à avoir, comme on dit, une véritable arme de guerre au niveau vente. Donc, c'était plus, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi. Finalement, que ce soit à cause de toi ou de moi, la seule conséquence, c'est qu'il n'y a pas de vente. Donc, on a commencé à mobiliser les acteurs, travailler en équipe. Ça a été important. Et puis après, quand on a commencé à avoir les premiers succès, ben, on n'a pas hésité aussi à les valoriser. Donc, il y avait une émulation ensuite et un challenge au niveau des équipes. Et chose assez intéressante, c'est que sur la partie industrielle, eh ben, on est encore obligé de bien valider et vérifier que toutes les animations soient bien effectuées comme il est prévu dans nos standards. Et ben, au niveau commercial, en fait, on n'est pas obligé de mettre en place le même suivi parce que quand je viens dans cette brasserie sans prévenir, quels que soient les jours, en fait, je m'aperçois que ce rituel-là, maintenant, de pilotage de leur activité, eh ben, il fait partie intégrante de leur quotidien. Et eux, ils y voient un vrai intérêt et pas, c'est pas une obligation qu'on leur donne. Donc, c'est pour moi un vrai succès avec une population, comme je vous disais au départ, qui n'était pas obligatoirement la plus, la plus facile et la plus susceptible de vouloir accepter si jamais cette démarche. Merci Emmanuel. Est-ce que tu pourras revenir sur la slide juste avant Et, où tu avais les 4 P d'affichés? On a oui, un participant qui souhaitait revoir cette slide. oui. Donc en fait, cette slide, elle est à mettre en relief avec la partie 1 sur les 4 P traditionnels. Et l'idée, c'était de dire, bon, les 4 P traditionnels, ça fonctionne toujours, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, l'idée, effectivement, c'est de s'apercevoir que ben, mes capacités à transformer, par exemple, dans un établissement, ça va être potentiellement lié. Et c'est là où on pouvait penser irrationnel, mais ce n'est pas irrationnel. C'est ma capacité de mon vendeur à bien connaître les produits, d'être capable d'avoir, tout à l'heure on montrait la fiche SCR, c'est si j'ai un rejet d'un point de vente sur, en me disant, ah ben non, ce produit il est trop sucré, pas assez sucré, mes bouteilles ne sont pas bien remplies ou trop remplies, c'est d'avoir en fait le même schéma en fait des meilleurs vendeurs dans cette fiche symptômes, cause, remède. Et si j'applique en fait cette fiche CCR qui vient en fait du retour d'expérience de mes meilleurs vendeurs, logiquement, moi, ça me permet de monter en compétences et de pouvoir obtenir le même niveau de performance. Le programme d'action, hein, comme on disait, c'était à deux niveaux. C'était au niveau des programmes d'animation. Voilà, challenge entre les équipes en me demandant, bah, moi je veux des animations. Moi, on leur dit, OK, il peut y avoir des animations, mais pourquoi tu me demandes ça?
et qu'est-ce qu'on va gagner demain, et surtout le programme d'action également, une coordination entre le programme de production, donc de l'industriel, et des animations pour ne pas tomber en rupture. Ça, c'est la pire chose. Ça, c'est exactement ce qu'on peut retrouver également des fois quand on lance des nouveaux produits. On fait beaucoup de promotions sur un nouveau produit, il marche très fort, mais le problème, c'est qu'on n'a pas obligatoirement prévu que ça marche très fort, et résultat, on se retrouve avec des ruptures. Donc ça, c'est catastrophique pour le produit. Processus, comme je vous disais ici, c'est plus la partie standard. Hein. C'est de créer des standards pour permettre, de le piloter, et puis également d'avoir des outils. Et tout ça, en fait, dans un système qui est lié à la performance. Donc, performance, c'était ce que je vous ai montré au niveau de nos top 5, nos top 15. Merci pour l'explication. Écoutez, j'ai pas d'autres questions qui sont remontées. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc déjà, je tenais à vous remercier d'être présent à ce webinaire. Sachez qu'après, il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous contacter si d'autres questions vous reviennent. Et je vais laisser le mot de la fin à Emmanuel. En fait, moi, ce que j'ai retenu de cette mission, qui était au départ beaucoup plus industrielle, et puis finalement, on est parti plus sur des processus transactionnels, et des processus transactionnels, mais de véritables processus transactionnels. Quoi. Le résultat de tout ce processus-là, ce n'était pas obligatoirement des documents, ce n'était pas obligatoirement des bouteilles, c'était simplement effectivement des commandes après de nos distributeurs. Et donc, on s'aperçoit, c'est que effectivement, tous les outils du Lean ne s'appliquent pas obligatoirement dans ces processus-là. Mais par contre, certains de ces outils donc du Lean, en fait, sont totalement transposables sur ces outils de type commerciaux ou marketing. Et ça permet de vraiment travailler sur une adhésion des équipes, en fait. Et c'est l'équipe, en fait, qui a été le plus important. Donc, l'idée, c'était d'emmener ces équipes-là à comprendre que la nécessité de piloter son activité était fondamentale. L'idée aussi, c'était de bien faire remonter nos problèmes, qu'on puisse les traiter et pas simplement rejeter la faute avec des phrases de type « yaka faucon ». Donc, quand on avait des problèmes, il fallait qu'on les traite. Ces problèmes-là, ils pouvaient être plus ou moins complexes. Et c'est pour ça que le niveau hiérarchique pour traiter ces problèmes et ces remises en cause était à différents niveaux. Donc, moi, j'avais trouvé finalement que cette mission-là était très intéressante. Et pour votre information, par exemple, il y a 3 semaines, j'étais de retour dans cette brasserie et les commerciaux, ils étaient assez frustrés parce qu'ils m'ont dit, Emmanuel, on t'a pas vu pendant ces 2 semaines. Et je leur disais, le problème, c'est que maintenant, vous avez fait trop de ventes et mon problème maintenant se trouve plutôt sur la ligne de production. Et c'est pour ça que je vous disais qu'à ce moment-là, effectivement, les outils liés, par exemple, à OSMED pour réduire les temps de changement devenaient très, très importants sur la ligne industrielle et j'avais plus focusé sur la ligne industrielle que sur la partie commerciale parce qu'à leur niveau, c'était plutôt une bonne réussite. Donc, moi, je voulais vous faire part de cette expérience. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon fin de week-end, et puis en espérant vous retrouver sur un de nos webinaires lors d'une prochaine session. Je vous dis donc à très bientôt.